Bienvenue. On est un peu en retard. Donc je vais parler plus vite. On va parler du langage de requêtage d'Elasticsearch qui s'appelle ES-POSE-QL et non pas ESQL, parce que les gens me disent « Ah, c'est du SQL ». Non, c'est ES-PIPE-QL. Le pipe a de l'importance, on le verra tout à l'heure. À la fin de la session, je vous repartagerai le lien, le QR code vers mes démos et les slides, en espérant que ça fonctionne. Alors, un petit peu d'histoire. Pourquoi ce sujet quand Elasticsearch est sorti, assez rapidement, dans la version 0.9, Shai Banon a implémenté ce qu'on appelle les facettes, qui permet de faire sur un site marchand de la navigation par facettes, où on regroupe par terme, par exemple. On peut faire aussi regrouper par range de prix, on peut faire des statistiques sur des valeurs numériques, etc. Et puis, un petit peu plus tard, on s'est dit « Ah, c'est bien de regrouper par terme ou par géologue ou par choses comme ça, mais est-ce que je pourrais faire des stats sur chacun des termes qu'on a reçus ?» Donc, on a créé un truc qui s'appelle un peu composite, qui s'appelait TermStat, qui permettait de faire sur chacun des termes des stats, comme son nom l'indique. Puis, on s'est dit « Mais oui, mais si on veut faire ça sur autre chose, si on veut faire ça sur des geopoints, sur des clusters, sur plein d'autres choses, on ne peut pas le faire vraiment. » Donc on s'est dit, allez, sortons un framework qui s'appelle les agrégations. Et ça, c'est généralement ce que vous utilisez aujourd'hui. Un framework d'agrégation qui permet de faire des compositions de facettes à multiniveau, donc des arbres de facettes. Donc on peut faire une représentation, par exemple un histogramme de date. Pour chaque année, on calcule la représentation par terme. Et pour chacun des termes, on fait des statistiques, par exemple. On peut faire ça. Puis on s'est dit, mais oui, c'est chouette ça, mais on a un autre besoin. On voudrait calculer des dérivés sur, je sais pas, des trucs time series, par exemple, des résultats d'agrégation temporelle. Ah, bah, il faut qu'on intègre des pipelines agrégation où on va pouvoir prendre en entrée le résultat, la sortie d'une agrégation et puis le prendre en entrée d'une autre. Voilà, c'était le niveau auquel on s'était arrêté. Puis on a pu toucher à tout ça pendant 8 ans. Et en 2023, on s'est dit il faut absolument qu'on sorte autre chose, qui s'appelle ES-PIPE-QL, projet sur lequel on a travaillé pendant 18 mois avant de faire une release, et donc qui est sorti. Ce projet, il est composé de plusieurs éléments. Le langage, et ce n'est pas qu'un langage, justement, ESQL, c'est pas un langage qui vous permet de requêter, qui traduit ensuite en query Elasticsearch, pas du tout, ça va interroger un autre moteur, et c'est donc un tout nouveau moteur qui est implémenté. Alors ce moteur, il permet notamment d'avoir un query planner. Donc en fonction de la requête que vous allez faire, il va planifier comment la requête doit s'exécuter exactement sur les nœuds. Par exemple, quand vous faites aujourd'hui une requête dans Elasticsearch, vous allez peut-être interroger jusqu'à, on va dire, 1000 shards. La requête, vous l'envoyez à un nœud qu'on appelle le nœud coordinateur, et ce nœud-là, il va se reprendre en réponse les 1000 réponses de chacun des shards. Ça, c'est trop gourmand pour Elasticsearch. Ça peut être représenté beaucoup de volume. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la distribution de l'exécution. On va dire que, allez, peut-être pourrait-on distribuer ces requêtes sur 1000 shards, sur 5 nœuds intermédiaires. Chaque nœud va faire 200 shards. Donc, chaque nœud est responsable de juste collecter les 200 réponses. Et on envoie juste les 5 réponses de chacun des nœuds, du coup, au nœud coordinateur qui n'a que 5 réponses à traiter. Et ça, c'est finalement, même si ça fait des hops un petit peu supplémentaires, c'est beaucoup plus efficient d'un point de vue élastique. On autorise Elasticsearch, s'il a besoin, il va essayer d'optimiser au maximum en faisant qu'un seul round trip, mais si jamais il lui manque des valeurs, il est capable de dire dans ce nouveau moteur, dire ok, je suis allé jusque-là, mais là il me manque des choses, donc je vais interroger d'autres shards. Donc il peut le faire. Une des limites qu'on avait principales, c'était que les calculs d'agrégation étaient monothread par shard. Et là, maintenant, on est multithread par shard. Donc, on peut exécuter en parallèle pas mal de choses sur chacun des shards. Enfin, si besoin, il est capable d'aller faire de l'écriture sur disque et d'utiliser le disque local temporairement si jamais on n'a pas assez de mémoire pour faire certaines choses. Donc, il est capable d'empiler sur le disque et puis de redépiler ensuite si besoin. Ça, là, je vous ai décrit le moteur. Mais c'est aussi un langage et une visualisation. Et donc, c'est ce qu'on va voir maintenant en action, puisque c'est le but d'un tool in action. Là, il faut que j'appuie là. Ah ouais. Et là, vous m'entendez en stéréo. Oh, c'est magnifique. Alors, allons-y. Ah oui, il faut que je vous partage mon écran, du coup. Ça, c'est ça. Très bien.
Il recopie l'écran. Voilà. Donc normalement. Alors quand je suis maintenant dans Elasticsearch, donc là je suis dans la console, développeur console de Kibana. Donc je suis connecté à Elasticsearch et je vais pouvoir appeler un nouvel endpoint qui s'appelle underscore query. Par défaut, ce qu'on faisait, c'était underscore search. Donc ça appelle le nouveau moteur pour le coup. Et je lui passe une requête. Le langage que je vais utiliser, donc qui est ES-PipeQL, me permet de dire ici from person, par exemple. Donc je vais exécuter ça. Il me dit OK, ben voilà. Donc les différentes colonnes que je récupère, ce sont celles-là de mon dataset. Donc j'ai indexé un dataset exemple que j'utilise souvent, des trucs générés aléatoirement. Voici mes colonnes, et voici les différentes valeurs pour chacun des documents que j'ai à ma disposition. Alors dans ce langage, il y a des trucs très simples qu'on peut faire, hein, genre mettre des commentaires, hein, ça vous pouvez les faire, c'est assez classique, mais l'avantage c'est que ça ne perturbe rien du tout du système, on peut les mettre n'importe où. Bon, je vous passe le détail, pas d'importance. Ok. Ici, ça nous donne un résultat en JSON, mais on peut lui dire, allez non, finalement, or si je veux forcer, c'est du JSON, mais je peux lui dire non, finalement, je voudrais un résultat en CSV. Ok. Donc voilà, maintenant j'ai un résultat en CSV de ma requête. Okay, donc vous imaginez que vous allez pouvoir processer ça sur vos autres systèmes assez facilement si vous le souhaitez. Moi ici, pour des questions de confort, je vais faire du texte. TXT, ok. Donc là, voilà, mon résultat sous forme tabulaire. Alors évidemment, comme j'ai un zoom un peu grand, c'est pas terrible ici, mais on va améliorer ça tout à l'heure. Il y a un élément, ici, vous voyez, il me dit, il n'y a pas de limite définie, donc par défaut, il fait une limite à 1000 documents. Donc il ne me renvoie pas les millions de documents que vous pouviez avoir dans votre dataset, par défaut, il vous en renvoie 1000. Et cette limite, ça peut se définir en mettant un pipe, comme ça, et en disant, je veux une limite à 10. C'est exactement la même chose, sauf que là, j'ai plus le warning. Donc j'ai le résultat que vous aviez vu tout à l'heure, mais je lui dis explicitement, tu m'envoies que 10 documents. Si je mets un document, ça marche. Un document. OK. Alors vous pouvez choisir d'exprimer votre langage comme vous le voulez. Moi j'aime bien mettre le pipe sur la ligne suivante, mais vous pouvez mettre tout ça sur une ligne, enfin ça c'est assez libre. Alors on peut définir aussi, ok, j'en garde 10, mais je ne veux garder que un certain nombre de champs. Donc je sais pas, je vais garder le nom par exemple, et puis adresse. City. Okay. Donc voilà, j'ai mes 10 résultats qui correspondent à ce que je voulais faire. Donc là, on est dans DevTools. On peut faire la même chose maintenant directement depuis Kibana. En passant, les interfaces que je vous montre là ça correspond à la version 8.16-snapshot. Donc je joue avec le feu. Donc elle n'est pas encore réalisée, cette version, mais c'est assez proche de ce que vous avez aujourd'hui. Donc quand vous rentrez dans la partie Discover, jusqu'à présent, ce que vous aviez, vous deviez choisir, faire une data view pour dire sur quel index vous travaillez et tout ça. Là, c'est pas du tout le cas. Vous choisissez, vous avez simplement un moteur ici de requêtage, ce qu'on a vu tout à l'heure, qui s'exprime en ESQL. Le gros avantage de ce moteur, c'est que du coup, on vient avec de l'autocomplétion. Donc là, je veux des métadonnées. Je veux rajouter, en plus de ce que j'affiche, tout mon document. Par exemple, l'ID du document, l'index, la version, j'exécute. Et voilà mes résultats. Et on le voit en bas, ici, j'ai bien l'ID du document et l'index. D'ailleurs, on peut ouvrir un document, voilà, ID, index, version, et puis ensuite mon dataset en question. Donc sympa. On peut garder donc un certain nombre de champs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc je peux lui dire, OK, conserve uniquement, donc keep. Et là, il va me proposer les champs qui sont à ma disposition. Je vais récupérer l'ID, je vais prendre le name, je vais prendre le genre. Qu'est-ce que je voulais prendre? Country et city. Quand je vais exécuter cette requête, vous avez vu aujourd'hui l'affichage que vous avez. Là, c'est une forme un peu JSON, un peu à plat, qui n'est pas très belle. J'exécute. Là, il comprend en fait Kibana. Il se dit, OK, tu as envie de m'afficher un certain nombre de champs très particuliers, c'est plus un résultat sous forme JSON. Donc il a compris qu'il fallait qu'il représente ça sous forme vraiment de colonne, un data table, en fait. Il a compris ce que vous vouliez faire en l'occurrence. Alors, que faire d'autre? On peut rajouter des clauses where. On peut dire ici,
Je vais dire, ça ressemble vraiment à du SQL, hein, pour le coup. Je vais dire where je veux que le genre soit un homme. Alors, j'exécute. OK, bon, bah, c'est très bien, j'ai mon résultat. Je peux rajouter autre chose, je peux lui dire and. Alors, il y a des petits bugs sur l'autocomplétion, mais mes collègues m'ont dit on va fixer ça, c'est en cours. J'ai remonté le bug tout à l'heure. Je veux que la ville soit dans soit Nantes, soit Cergy. Okay. Donc là, je n'ai que des hommes qui sont soit à Nantes, soit à Cergy. C'est vraiment des requêtes très classiques, hein, ça ne devrait pas vous surprendre de ce qu'on fait. Je peux dire, alors je pourrais rajouter un and encore une fois, ou je peux mettre ici une autre clause where. Et même celle d'avant, hein, la clause address city, j'aurais pu la mettre en dessous, pourquoi pas. De toute façon, ce que va faire le système, le moteur, c'est qu'il va optimiser votre requête. C'est pas parce que vous mettez ça sur 2 lignes qu'il va exécuter 2 choses différentes. Lui, il va dire non, mais si je peux exécuter tout d'un coup, je vais le faire tout d'un coup, en fait. Donc, il optimise votre requête. Sur 2 lignes, oui, c'est toujours un et. Oui, c'est un et. Je vais prendre sur la... J'ai un champ qui s'appelle date de naissance, normalement. Where? Date. Non, je l'ai pas. Ah oui, je l'ai pas. Regardez, il faut juste que je me suis pas mis au bon endroit. Where date of birth. Je veux savoir tous ceux qui sont nés après 1970. Et là, il râle. Vous voyez qu'il est en train de râler. Il me dit quoi? Ici. Il me dit non, il me dit l'argument de supérieur, ça doit être une date. Et ouais, parce que date of birth, dans mon index, c'est un champ date. Donc s'il veut comparer des dates, il faut qu'on lui transforme ce truc-là en champ date. Alors comment on peut faire ça? Vous avez à droite, ici, le guide de référence ESQL, qui vous permet de... Donc, un petit moteur de recherche dedans, hein, tout simple, de dire, tiens, je veux travailler sur des dates. Qu'est-ce que j'ai sur les dates? Bon, bah, j'ai un certain nombre de fonctions. Et notamment, il y en a une qui m'intéresse ici, qui va être un date parse, qui me permet de parser une chaîne de caractères et m'en faire un vrai objet date. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais dire ici, je veux faire un date parse. Mon format, ça va être des années. Et puis ma chaîne de caractères, c'est 1970. Donc là, maintenant, en fait, j'ai transformé ça là, en vrai objet date. Donc là, je suis capable maintenant de faire des comparaisons de dates. Vous allez me dire, c'est bien, tu me prouves rien parce que je vois pas la date affichée. Oui, c'est sûr, c'est parce qu'on ne l'a pas demandé. Donc, affichons la date. Je vais la mettre où? Ici. Ok. Et j'ai bien des gens nés après 70. Enfin, croyez-moi sur parole, en tout cas, ça fonctionne. Ok. C'est quoi l'âge de ces personnes? Est-ce que je peux savoir ça? En fait, ce qu'on peut demander à Elastic, c'est aussi à la volée et à ESQL de lui dire « fais-moi une évaluation. Calcule-moi un champ qui s'appelle âge. » Et tu vas me faire une différence de date, date diff, entre... alors moi, l'intervalle que je veux, c'est à l'année, je veux comparer les années. Et je veux choisir entre date of birth, date de naissance, et maintenant. Ok, donc je vais dire, voici mon âge. Donc date of birth, j'en veux plus, mais à la place, je vais mettre l'âge. Ok. Donc maintenant, j'ai l'âge de chacune des personnes de mon dataset. Donc là, j'ai évalué à la volée, j'ai calculé un nouveau champ à la volée. Si vous faites ça en Elasticsearch, c'est faisable avec l'API de search normale. Il faut faire des runtime fields, mais faut se redresser les manches. C'est un petit peu plus costaud à faire. Là, on va, comment dire, modifier notre requête au fur et à mesure qu'on est en train de découvrir nos données, finalement. Et ça, c'est le truc qui est assez intéressant. Et sur ce champ âge, je peux lui dire, calcule-moi tous ceux dont l'âge est supérieur à 50. Il peut rentrer dans les conditions de ma requête. Ok, donc maintenant je n'ai plus que des gens qui ont plus de 50 ans. Okay. Qui est un petit peu différent de tout à l'heure. Si, on va le voir ça tout à l'heure. Ne spoil pas, s'il te plaît. L'ordre a de l'importance. Alors, imaginons que j'ai un autre index qui s'appelle ici info. Dedans, j'ai des documents. J'ai un seul document, c'est pas non plus un exploit,
où, en gros, ce que je veux avoir, c'est des informations sur un individu connaissant son ID. Okay, donc l'ID du document, c'est 1. Ici, je l'ai mis ici, ou ici aussi, je crois. Et les informations qui m'intéressent, c'est ça, la hauteur et le poids. Okay. Il se trouve que dans mon dataset, j'ai un individu, donc là j'ai mis where age égale 50, je vais mettre un and, et puis je vais mettre underscore ID égale à 1. J'ai un individu qui s'appelle David Pilato, qui a 53 ans, c'est pas vrai, et ça c'est un bug du datediff. Donc j'ai remonté, ils sont plantés dans l'implémentation, et voilà, donc, en fait j'ai 52 ans, et c'est pas juste qu'ils mettent 53. Merci, c'est pas 35. Donc bref, j'ai cet individu dont l'ID est 1, et j'aimerais bien récupérer de l'autre index l'information de façon à faire une jointure, mais c'est pas vraiment une jointure, on n'a pas des jointures dans Elastic. Donc comment on peut faire ça? Il faut qu'on crée ce qu'on appelle une enrich policy, donc une politique d'enrichissement. C'est une petite mécanique à faire pour arriver à faire des jointures de façon efficace. Ça utilise ce qu'on appelle les ingest pipelines. Et l'idée, c'est de créer un truc qu'on va appeler person-policy. On va faire du match sur mon index qui s'appelle info. Voilà. Je fais next. Il me dit sur quel champ tu veux matcher? Ben moi sur le champ ID. Quels sont les champs que tu veux récupérer? La hauteur et le poids. Donc c'est comme ça que je fais ma jointure. Next. Create et execute. Alors qu'est-ce qu'il fait en réalité ici? Il va déployer sur chacun des nœuds d'ingestion que vous avez à votre disposition, les nœuds typés ingest, un mini-index qui va lui permettre de faire des jointures localement sur chacun des index qu'il peut faire des pipelines d'ingestion. C'est comme ça que ça va fonctionner derrière. Donc du coup, maintenant que j'ai ça, je peux lui dire OK, j'ai ça et mon ID égale 1, je vais lui dire pipe enrich. OK, j'ai une personne policy, c'est celle que je viens de créer, sur le champ ID de mon document, avec, je veux récupérer les champs height et les champs weight. Et donc ici, je vais les afficher, je vais les mettre après name, je vais mettre weight, hop, j'ai raté, weight, height, voilà. Il aurait dû me le proposer par autocomplétion, je ne sais pas pourquoi il l'a fait, mais là, vous avez vu, il reconnaît que j'ai un nouveau champ qui est arrivé dans mes instructions, donc Kibana me le propose du coup, alors qu'il n'existait pas dans mon dataset au début. Donc il le sait. J'exécute. Là, j'ai fait ma jointure. Voilà, cet individu. Maintenant, je sais quel est son poids et quelle est sa hauteur. Je n'ai pas vérifié ce matin pour le poids. Et bien, cette information, je peux aussi l'utiliser. Ici, par exemple, je peux y mettre toujours une clause where pour dire je veux tous ceux dont le poids est supérieur à 80, par exemple. Okay. Donc ça ne change rien au résultat, parce que j'avais qu'un individu, mais vous imaginez bien que j'ai requêté, et donc j'ai fait une requête sur la table sur laquelle j'avais une jointure. Ce que je viens de faire là. Bon, est-ce que cet individu est en bonne santé? Eh bien, on peut évaluer ça, on peut dire, allez, on va calculer un autre champ. Ça, c'est pratique. Je vais appeler ça le BMI, ceux qui connaissent, égal. Alors, c'est un arrondi. Je prends le poids, je divise par la puissance de la hauteur, là c'est au carré, et je fais un arrondi à 1, un truc comme ça. J'exécute. Alors, non, je ne vais pas le mettre là d'ailleurs. Ce truc-là, je vais le mettre juste en dessous. Alors, je le mets juste en dessous pour une raison. Vous avez vu, je fais juste un keep ID, age, name, weight, height. Je lui rajoute un champ après. Donc Kibana sait que visiblement je veux l'utiliser, je vais l'afficher. Okay, donc même si je lui ai dit ne garde que cela, ok, c'est pas grave, je te présente quand même ce que je viens de calculer. Non. Non, c'est autre chose. Effectivement, il parse la requête et puis il en fait autre chose. Oui, on va le faire tout à l'heure. Arrête de spoiler. Alors, est-ce que ma personne est en bonne santé? Ben, on peut simplement poser la question. On fait calculer un booléen. Et on va lui faire un truc, un case par exemple. Je trouve ça assez marrant de faire ça. Si le BMI est inférieur à 18,5,
Oui, c'est plutôt en bonne... non, pardon, il n'est pas en bonne santé, c'est ça. S'il est supérieur à 18,5, eh ben, est-ce que le BMI, cette fois, est supérieur ou égal à ces 25? Ouais, 25. Ben, à ce moment-là, il n'est pas en bonne santé. Sinon, il est en bonne santé. J'exécute. Je ne suis pas en bonne santé. Ok, il faut que je fasse un peu de sport, ou que je grandisse, mais je crois que c'est mort pour ça, donc je vais essayer plutôt dans un autre sens. Ok, il me reste 8 minutes, donc c'est bon, j'ai le temps de vous montrer encore autre chose. C'est où? C'est là. Je vais tricher un tout petit peu. Je vais prendre ça pour gagner un peu de temps. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est à la volée. J'enlève tout ça, je mets un nouveau truc. Donc j'évalue un champ raw, là, qui est une chaîne de caractères, c'est ce texte-là. C'est juste pour jouer avec le dataset. Si vous n'avez pas un dataset, mais que vous voulez jouer avec ESQL, ou débugger simplement, des fois. Voilà, je fais un champ raw, et voilà son texte. Ben, à la volée, je peux faire un dissect sur le champ A, et voici la façon dont je veux faire la dissection et garder mes champs date, email, IP et number. Okay. Donc là, on fait du... Imaginez, vous avez votre ligne de log qui n'a pas été processée par Elasticsearch, mais vous voulez quand même aller être capable d'interroger dedans where email égale quelque chose, ben vous allez quand même pouvoir le faire. Donc il va faire votre dissection à la volée. Si vous voulez être plus précis, vous avez vu là le nombre. Il est sous forme de keyword, c'est le petit K qu'on voit ici, donc ça veut dire que c'est un champ texte d'un point de vue élastique, c'est pas un nombre. À ce moment-là, c'est peut-être pas un dissect qu'il faut faire, mais c'est plutôt un grok. Et là, je vais prendre la syntaxe comme ça, parce que j'ai la flemme de la taper. Je vais dire, hop, donc je fais un grok. Donc là, c'est toujours, ça marche pas, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cassé un truc. Where email, oui, merci. C'est souligné en plus, ça le dit. Alors ça garde toujours un texte là. Ouais, c'est parce que là, il faut que je lui dise... Ça, c'est un entier. Voilà. Donc maintenant, j'ai un vrai nombre sur lequel je peux faire des calculs, je peux faire des choses. Donc c'est vraiment l'intérêt de ce langage et de ce nouveau moteur, c'est que ça permet d'évaluer en permanence et de nous adapter aux datasets qu'on a. Alors, on va recontinuer avec notre dataset personne. Non, je veux pas de métadonnées. Pipe. Je vais faire ma limite à 10, toujours. Et je veux faire ici des statistiques. Je veux calculer des statistiques. Je veux calculer un truc qui va s'appeler count, et qui est égal à un count, tout simplement. J'exécute. En fait, ce que je vois... Alors, par défaut, Kibana va vous donner une représentation en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Là, il dit, bon, bah, j'ai une seule valeur numérique, je pense que tu veux afficher une valeur numérique, donc c'est ce qu'il vous propose ici. Donc vous avez vu, j'ai 201 000 personnes. 200 001 personnes. Si je déplace mon pipe, que je le mets ici, ben maintenant j'en ai 10. Donc l'ordre, pour revenir à la question de tout à l'heure, vous avez voulu me spoiler, c'est très important. Très important dans certains cas, pas dans tous les cas. Et ça, dans certains cas, c'est important. Donc là, effectivement, je limite à 10 mon dataset, donc je fais des stats que sur les 10 qui restent. Donc ça peut être pas mal, ça, si vous voulez dire, allez, je veux prendre un sample de 1000 éléments, plutôt que d'envoyer ça sur tout mon dataset, mais 1000 me suffisent pour faire mes stats, bon, bah, ça ira plus vite pour le coup au niveau du calcul. Là, disons, on se remet dans l'autre sens, c'est juste à l'affichage, j'en veux que 10. En réalité, j'en voudrais qu'un, puisque là, j'ai qu'un élément qui sort, hein, donc ça serait pareil. On peut dire, ben, ok, c'est bien, mais je voudrais avoir ça par pays. Ok. Donc j'exécute. Donc là, il a compris. Ok, tu es en train de vouloir représenter autre chose. Tu veux grouper par pays. Donc là, il propose cette représentation et calculer le nombre d'éléments par pays. Donc il vous fait ce petit histogramme sympa. Et puis on peut lui dire, allez, rajoute-moi ici un autre. On va mettre city. Je veux grouper par pays et puis par city. Ben là, il se dit, allez, voilà, peut-être ça, c'est une bonne représentation. Alors moi, je trouve que c'est pas une bonne représentation de mon dataset. Par contre, on peut aller là, sur éditer, et dire, non, mais finalement, je veux un petit donut. Il est où mon donut? Il est là. Voilà. Donc là, j'ai mes représentations par pays, et puis par ville. Okay,
Donc c'est pareil, là je suis en train de découvrir mon dataset. Bon, je le connais par cœur, mais imaginez que je suis en train de le découvrir. Enfin, je peux rajouter un autre calcul. Déjà, j'ai fait un calcul de compte, mais je peux lui dire, calcule-moi la moyenne du nombre d'enfants. Donc, je vais dire children égale l'average sur le champ numérique children. Donc je lui demande de calculer deux statistiques, le compte et la moyenne, groupés par pays et puis par ville. Et je prends les 10 premiers qui reviennent. Donc voilà, ma représentation, ici, à Turin, le count en Italie, c'est 24 000, etc. Et le nombre moyen d'enfants, c'est 1995. C'est ça. Alors c'est pareil, vous pouvez changer les axes et tout ça, mais je ne vous le montre pas, j'ai pas assez de temps pour vous montrer tout ça. Ok. Je vais faire cancel? Oui, cancel. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tout à l'heure, on faisait une évaluation de l'âge. Vous vous rappelez, on avait fait un éval de l'âge. Et c'était un date diff à l'année entre date of birth et puis maintenant. Et puis il manquait un pipe. Limite 10. Ok. En fait, je peux calculer des stats aussi là-dessus. Je peux dire d'autres stats. Je vais faire des statistiques. Je vais calculer le percentile 0 égal le percentile sur l'âge que je viens d'évaluer. Okay, donc, je ne suis plus sur une valeur qui était pré-calculée dans Elastic, hein, c'est l'âge que je viens d'évaluer. Et je lui dis, je veux le percentile 0. Et puis, je peux faire pareil, P50 égale là, ça. Je ne sais pas pourquoi ma souris, elle ne veut pas. Des fois, on est trop feignant. 50. Et puis, le P99 égale percentile 99. Si j'exécute ça, ok, voici mes percentiles globalement, mais encore une fois, je peux dire non, mais ça, je le veux par pays. Ah, j'exécute. Voici mes percentiles par pays. Alors, c'est pas très visible parce que je vois pas beaucoup de trucs. Enfin, vous avez les valeurs dessous, en tout cas. Ok, enfin, vous pouvez faire du tri pour vos résultats. Bah, c'est classique, c'est du sort. Hein. Alors, je veux dire, bah, je veux trier sur le nom du pays de façon descendante. Ok, donc là, c'était England, France, Germany, Italie. Bah, je réexécute ça maintenant. Bah non, c'est Italie, Germany, France, England. Ou alors, je peux trier sur un des percentiles, par exemple, sur le P50. J'ai peut-être une autre répartie, un autre tri qui arrive. Ok, il me reste combien de temps? 1 minute, ok. Notre ami Sylvain, qui est ici, travaille sur pas mal de choses. Donc il y a plein de façons de consommer les objets ESQL de retour. On a vu du texte, du CSV, du JSON, et notamment là, en ce moment, il travaille sur un truc super sympa qui va être Apache Arrow, qui va vous permettre de faire beaucoup de choses à l'avenir et faire du streaming des résultats directement dans d'autres éléments, et ça va être super cool. Juste pour vous montrer en Java, parce que c'était Jug Summer Camp, il y a quand même un peu de Java, comment le client gère le sujet. Donc vous pouvez soit utiliser le client Elasticsearch, lui passer une query telle qu'on l'a faite tout à l'heure, et en fait vous lui dites qu'en retour ça va vous donner les objets de type personne, et il va faire le mapping automatique pour vous, et donc vous êtes capable de récupérer les résultats et d'itérer sur les résultats. Mais encore plus cool, c'est si vous faites du JDBC et que vous connaissez les results et les trucs de ce type-là, de la partie JDBC, ouais, là c'est mieux, à ce moment-là, vous pouvez utiliser l'adaptateur de resultset, et puis à ce moment-là, vous faites du resultset.next, et puis enfin, voilà, tout le truc Java que vous savez faire depuis des années et des années, vous avez directement ça disponible dans l'API. Voilà, c'est tout, merci, et bonne fin de Jug Summer Camp.